Allô, c'est bon. Je ne vais pas prendre la parole pendant longtemps, mais je tenais quand même à expliquer que dans quel sens ce projet a été choisi, d'autant plus que tout le monde peut en attester. Il y a très peu de projets au Maroc, notamment de concours, qui n'ont pas connu de... Aide-moi, je fais une journée des accidents de parcours, parce qu'il est nécessaire, en tout cas moi, comme vous le savez certainement, je suis architecte, je ne suis pas un organisateur de concours, je suis d'abord un architecte qui défend l'architecture, et à chaque fois qu'on a eu à faire un concours, on s'est arrangé, on a tenu à ce que le concours se passe dans des conditions exemplaires. Exemplaires pourquoi? Parce que c'est important de donner des signes, que, premièrement, des concours peuvent être bien organisés, qui peuvent être avec un jury impartial et avec une transparence totale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bien organisé? Pardon? Un anonymat parfait, voilà, justement. Alors, je viens dans le détail. Premièrement, nous avons travaillé, et j'ai des documents qui sont ici à la disposition pour voir. Premièrement, le premier problème dans un jury, c'est que, et c'est ce que fait souvent les entités étatiques et para-étatiques, c'est-à-dire on donne un concours avec 2 pages. Un concours, c'est d'abord une programmation, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé pendant des mois. Je peux vous dire que la programmation a duré environ 4 mois pour pouvoir faire un petit document comme celui-ci, mais où chaque page joue son rôle. C'est-à-dire, quand on fait dans la programmation, on va jusqu'au détail, et comme j'aime bien dire, même shtaba, donc le balai de la femme de ménage, on se pose la question aussi qu'en fin de journée, son balai, son attirail, elle va le mettre où? Et si on arrive jusqu'à ce niveau de détail, ce qui est très rare, même dans une école d'architecture, puisque j'ai été à l'école d'architecture avant vous, on ne se préoccupe pas de ça, mais le programmiste va se préoccuper du détail et du sous-petit détail. Même des choses qui sont mobiles, où c'est qu'on va les stocker lorsqu'on aura besoin, etc. Et donc, un bon programme, c'est quelque chose, et peut-être Youssef nous dira en quoi le programme l'a aidé, hein, l'a aidé à réussir, parce que en fait, un bon projet, c'est d'abord un projet qui répond à un programme. Programmation. Ensuite, il faut savoir que lorsque le jury, et souvent, j'ai vu beaucoup de jurys qui ont primé des projets qui étaient irréalisables. Projets irréalisables. On reçoit le premier prix, on le félicite, on fait la fête, et quand on passe aux choses sérieuses, on se dit, mais ce projet, on ne peut pas le réaliser. Dans ce concours, par exemple, il y avait avec nous le colonel des pompiers, qui est une société, qui est plus colonel en fait, qui est une société privée, Malkitas, et qui s'occupe de faire donc analyser le projet. Est-ce que, oui ou non, ce projet peut-il être conforme au règlement incendie? Eh bien, il se trouve qu'il y a à peu près un tiers sur les 17 projets n'étaient pas conformes au règlement incendie. Or, autant à l'école on peut s'amuser de passer outre certaines petites choses, mais quand on fait un concours et qu'il y a des règlements incendie, on ne faut pas un projet pour faire un projet ou là pour faire une image. Donc il y avait des projets dans lesquels la conclusion du dossier incendie disait ce projet n'est pas réalisable, ne répondra jamais au règlement. Donc ce projet, en fait, il a duré 1 minute. Il y a qu'un moment. On a mis 1 minute, on a pris le dossier, les gens ont travaillé pendant 3 mois, et puis il a été liquidé en 1 minute, parce qu'on ne peut pas passer du temps à un projet qui est irréalisable. On n'est pas à l'école, on est dans la réalité, dans la vie réelle. Deuxième projet, ce sont des projets qui, par rapport à un incendie, qui disait, conclusion, dernière ligne, ce projet, en faisant quelques petits aménagements, qui peut correspondre à la réglementation, et puis un bon tiers des projets, dont celui-là, je pense, qui disait, ce projet répond, oui, aussi, je pense, c'est sûr, je n'ai pas le dossier technique d'incendie, qui disait, ce dossier pose aucun problème par rapport à la réglementation d'incendie. Donc voilà, et souvent, donc, j'ai vu des projets qui, au moment qui devaient passer à la réalisation, on se disait, mais ça, c'est pas possible.
la hauteur ne correspond pas, le CUS ne correspond pas, le COS ne correspond pas, etc., etc., etc. Donc un concours, c'est quand même quelque chose qui est réalisable. Et pour qu'elle soit réalisable, il faut qu'il y ait un bon programme et puis une bonne analyse. Les documents que vous voyez devant vous, c'est à peu près 400 pages. C'est 2 architectes qui ont travaillé à plein temps pendant un peu plus d'un mois, pour décortiquer les projets. Et ils sont à votre disposition pour les voir, d'accord? Il y a un programme qui a dit voilà ce qu'on a besoin de faire. Et puis il y a un architecte ou un groupement d'architectes qui a répondu. Et ici, vous voyez en noir et en rouge, en noir ce qui correspond et en rouge ce qui ne correspond pas, c'est-à-dire des architectes n'ont pas respecté le programme. Voilà, ça c'est important. Donc une bonne programmation, une bonne analyse du résultat de chaque projet. Lorsque le jury s'est réuni, il s'est réuni sur un travail qui a été fait par 2 architectes pendant 1 mois et demi d'analyse. Et à ce moment-là, le jury est souverain. Le jury est souverain, 12 personnes, et non des moindres, se sont réunis, donc votre directeur, pour dire, bon, maintenant, à qui on va attribuer le premier prix qui va réaliser. Là, celui qui réalise, c'est celui qui a répondu, qui a collé le plus au programme, et avec une proposition architecturale qui a séduit. Voilà, ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple. Malgré tout, on a demandé, par exemple, que le projet soit fait en phasage, c'est-à-dire qu'on puisse construire une partie du projet, puis s'arrêter, puis faire une deuxième. Mais il y a des gens qui ont fait un seul bloc. Là, il y a des gens qui sont aussi étranges que cela puisse paraître. Il y a des gens qui ont fait un bâtiment. Ouais, soit on le fait entier, soit on ne le fait pas, alors que c'était bien clair qu'il fallait identifier des choses. Donc, et puis, comme disait Moumen tout à l'heure, la transparence, on a amené dans le jury d'abord composé en majorité d'architectes, il y a beaucoup de jurys. Moi-même, j'ai refusé d'organiser un jury l'année passée, tout simplement parce que le maître d'ouvrage avait une idée très précise des gens du jury qui voulaient. Et effectivement, il y avait des architectes, mais il n'y avait que des architectes de l'administration, aucun architecte du privé, c'est-à-dire des gens qui signent des plans chaque jour. Ça ne m'intéressait pas, je ne pouvais pas m'associer à cette idée. Tout architecte ils n'ont pas l'envergure, l'expérience, pour pouvoir juger d'un projet architectural. Un jury, c'est d'abord des architectes du privé qui ont fait leurs preuves, auxquels on associe généralement des gens qui ne sont pas architectes, mais en minorité, pas en majorité. Des architectes, juste des architectes, des médecins, juste des médecins, des ingénieurs, juste mais malgré tout, il reste une autre dimension culturelle. Et là, nous avions une artiste, nous avions une architecte spécialisée dans la construction durable, etc., pour donner un avis aussi un peu différent. Et finalement, quelque chose de cohérent. Enfin, dernière des choses, nous avons tenu à filmer, nous avons filmé pendant 8 ou 9 heures tout le processus a été filmé en direct. Et nous avons dit aux architectes, tous ceux qui veulent voir la partie qui les concerne, c'est peut-être une partie qui concerne 2 minutes pour ceux qui ont raté l'essentiel, une demi-heure, voire un quart d'heure, voire une demi-heure pour certains projets. Et on a, après le Ramadan, un des perdants, un des architectes, un des groupements, ils veulent voir leur partie, ils vont voir que leur partie, ils ne sont pas autorisés dans le règlement à voir ce qui s'est passé pour les autres, d'accord? Mais ils sont pour voir en toute transparence qu'est-ce que les gens ont dit, comment ils se sont positionnés. Donc la transparence, et enfin, comme vous allez voir ici, il n'y a que des numéros, il y a 17 numéros, et ce n'est que lorsque les 6 dossiers, les 6 projets ont été classés, on a ouvert les enveloppes pour savoir à qui appartient l'enveloppe 11, à qui appartient l'enveloppe 6, à qui appartient l'enveloppe 7, en direct, devant la caméra. Et voilà. Et donc, ça, ce sont tout de même des processus absolument nécessaires à donner confiance, pour donner confiance à tous les autres jeunes architectes. Parce que moi personnellement, j'aime pas faire des concours pour tout le monde. J'aime bien faire des concours pour les jeunes de moins de 40 ans. Parce que nous sommes dans un pays où, à cause du système, à la fois politique, religieux, social, etc., on ne fait pas beaucoup confiance aux jeunes. Comme je dis toujours, chez nous,
Zuckerberg, ben, il est en train de vendre des garros détails parce qu'on ne leur aurait pas donné cette chance de pouvoir avancer. On est un pays gérontocratique, hein, on est géré par des vieux et on va donner plutôt aux vieux la chance plutôt qu'aux jeunes, donc on n'a pas cette logique. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas une fatalité, on peut travailler contre, et nous on travaille contre en disant, à chaque fois qu'on fait un concours, c'est uniquement pour les jeunes. Les vieux, ils ont beaucoup de travail, ils n'ont pas besoin de hada. Laissons les jeunes compétir. Et comme l'a dit si bien Momoun tout à l'heure, et c'est déjà arrivé à d'autres architectes, d'ailleurs un des anciens lauréats d'un concours qu'on a fait était dans le jury, un ancien lauréat qui aujourd'hui a beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et c'est ce que j'espère à Youssef, c'est-à-dire que cette dynamique virtueuse continue. Et la preuve, c'est qu'il y avait des architectes qui avaient un peu moins de 40 ans, encore une fois, comme l'a dit Moumen, des statures aujourd'hui, comme l'agence Kilo, Paris, l'agence Kilo est la 21e agence française. Sur les milliers d'agences, Kilo est classé 21e en chiffre d'affaires. Bah, il a un peu moins il avait 6 mois, six mois de moins de 40 ans, et par rapport à l'âge de 40 ans qui était fatidique, bah, il a participé. Il y a Mounia Chaouni qui est une architecte qui a gagné le prix Holcim Award, monsieur Mounia. Aziza Chaouni, qui a gagné le Holcim Award, je ne sais pas si vous êtes au courant, les prix internationaux. Hein. On était parti au Mexique, sur cette histoire-là. Donc il y a des stars de l'architecture qui ont des grands cabinets, Reda Benani, etc. Des cabinets qui sont nombreux, qui ont du personnel depuis longtemps, etc. Et puis c'est un jeune, qui est un des plus jeunes d'ailleurs, qui a 30 ans, qui montre qu'aujourd'hui, c'est possible. Ce n'était pas possible avant, il n'y avait pas de concours, il n'y avait pas de cette transparence. Il y avait beaucoup de choses où les dés étaient pipés. Et là, je pense que le message, moi, que je vais vous donner avant de lui donner la parole, c'est il y a vraiment aujourd'hui, vous jeunes, sortir dans la DAC, participer au concours. Hein, participer au concours si vous avez quelque chose à montrer, si vous avez la niaque, si vous avez envie de sortir de l'ordinaire, c'est possible, c'est possible. Voilà. Voilà, moi je ne voulais pas prendre la parole plus que ça, je ne voulais pas rentrer dans ce sujet, laisser la primeur à l'architecte de rentrer dans le projet. Moi je voulais juste un petit peu parler des conditions du projet et qu'aujourd'hui, dans cette ère que nous connaissons depuis 10-15 ans de renouveau, etc., de transparence, il y a aujourd'hui la possibilité pour des jeunes architectes, quand ils sortent de l'école, d'aller participer à des concours, de gagner. On a tenu, personnellement j'ai insisté pour ça, mais ça n'a pas été difficile parce que le promoteur est un architecte très sensible à ça. Il y a 6 prix qui ont été donnés, d'habitude c'est 3 à 4 prix, là il y a 6 prix, il y a environ 700 000 dirhams. 700 000 dirhams ont été mises, à part le premier, il y a que même le 6e, je crois qu'il y a une enveloppe de 30 ou 50 000 dirhams qui est donnée au 6e, de façon à ce que tout de même, ça fait à peu près 1 sur 3 concurrents, hein, il y a 17 dossiers, ça fait à peu près 1 sur 3 sortiront avec un petit peu d'argent dans la poche, faute d'avoir le projet. Voilà. Alors 105 architectes ont demandé à participer, en individuel ou en groupement. Sur les 105, on a fait une sélection, d'accord? C'était moi la personne à la tête de ce comité de sélection. J'ai mis quelques architectes, on a passé en revue, on en a choisi 55. Pourquoi? Parce que pour ne pas donner... on est quand même dans une logique de méritocratie, on ne fait pas un concours pour faire un concours.
On ne fait pas un concours pour la transparence, on fait un concours parce que le maître d'ouvrage désire à la fin avoir un projet qualitatif. Et c'est ça. Donc nous avons choisi à peu près un architecte sur deux en regardant ses travaux, ses réalisations, ou même pas ses réalisations, ce qu'il a fait à l'école pour certains, parce que ce n'était pas interdit de sortir de l'école, d'aller s'inscrire et de faire le concours. Dès qu'on était architecte inscrit à l'ordre, on pouvait faire le concours. C'est-à-dire des architectes qui avaient zéro expérience, zéro. Il y a que faire un projet comme ça de 13 milliards, il y a que, le promoteur était prêt à leur donner ça. D'ailleurs, Youssef, qui a 30 ans, il a presque peu d'expérience. Il est sorti de l'école il y a 3 ans, 4 ans. Il y a 5 ans, voilà. Donc c'est peu d'expérience. Il y en avait qui étaient encore plus jeunes. Donc voilà, l'idée, c'est pas et donc je vais m'arrêter parce que c'est lui le chef ici aujourd'hui. Alors, merci à tout le monde. Je voudrais remercier monsieur le directeur pour l'honneur qu'il me fait en m'accueillant au sein de l'école d'architecture de Casablanca. Je voudrais remercier également l'audience, monsieur Fouad Aqlaï. Et je voudrais aussi m'excuser pour le trémolo que je pourrais avoir dans ma voix parce que c'est assez intimidant de parler comme ça devant une audience. Parce qu'il n'y a pas plus de 6 mois, j'étais parmi vous en train d'assister à des conférences similaires. Donc c'est très délicat pour moi de parler de mon travail. Et pour l'histoire de la conférence, il y avait votre prof Charlie, je pense, qui a un atelier qui m'avait proposé il y a de cela 6 mois. Est-ce que tu voudrais faire une conférence? Je lui dis, écoute, je ne sais pas trop sur quoi je vais parler, je suis encore jeune. Je lui dis, peut-être d'ici 10 ans. Après le concours, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Ce concours a eu un retentissement national et maintenant international, puisque aujourd'hui il est publié un petit peu partout sur les blogs et revues spécialisées en architecture. Du coup, je me suis dit, oui, peut-être, il faut peut-être présenter les choses. Et la Maison de l'Architecture est pour nous quelque chose qui vient conclure à un parcours, un processus, celui de quelqu'un qui vient de commencer. Généralement, je vais passer sur le parcours académique et passer plutôt sur mes mentors, parce que généralement on parle souvent de référence à des architectes étrangers, mais ici au Maroc, nous avons des gens qui ont apporté des choses. Ce sont des écoles. Mes professeurs à l'ENA, Mohamed Achour et l'Arbi Bouayed, qui m'ont énormément aidé en termes théoriques. Lorsque j'ai effectué une année d'échange à Bordeaux, j'étais dans l'atelier de Marc Delanne, et c'est là où j'ai croisé mes futurs collaborateurs, à savoir Mohamed Belhouari, qui est aussi mon cousin germain, et Shams Douha Oul-Qadi, Ghazal Banan et Khalid Ait El-Madani. J'avais travaillé chez M. Abdallah Salami, qui est une très 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 grande école en architecture, même s'il est très discret. Et enfin, j'ai travaillé 2 ans chez M. Abdelwahid Montassel, qui est aujourd'hui président de l'Ordre, et qui est également une très très grande école d'architecture. Parmi les 5 lauréats du concours de la maison d'architecture, 3 sont des anciens de l'atelier. C'est Mohamed Reda Bennani et Younes Belkacem. Ce sont des personnes qui ont fait leur passage chez M. Abdelwahid Montassel. Et enfin, mon père, qui lui est technicien en bâtiment et qui à chaque déjeuner et dîner nous parlait de bâtiments. Ça, même avant que je sois bachelier. Et aujourd'hui, il m'accompagne sur tous les chantiers. Parce que lui, il a cette faculté de voir des choses qu'une personne qui n'est pas expérimentée ne pourra pas voir. Enfin, j'ai des coups de cœur. Nous avons aujourd'hui des architectes qui font la différence, qui expérimentent des choses et dont je suis un grand fan. Omar Tijeni, Amin Skandar du groupe 3 architectes. Driss Kettani, Mohamed Amin Siana et Saad El-Qabbash pour leur faculté pluridisciplinaire. Et M. Omar Kobita, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur le projet, le concours d'habitat durable. Concours de la Omran. Et enfin, mes collaborateurs, il y a tout d'abord Mohamed Benani, avec qui j'ai remporté le premier concours
où on a été classé deuxième. Le premier prix n'a pas été décerné, donc on a été classé deuxième et ex aequo, et on a entamé le projet. Il y a Mohamed Lotfi Belhouari, Shams Doha Al-Qadi, Ghazal Banan, Khalid Al-Mehdani, comme je vous ai dit. Alors les expériences en agence, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai eu deux qui sont marquantes, celle de Abdullah Salami. À cette époque-là, en agence, il bossait sur les détails d'exécution de la Fondation Mohamed VI pour les œuvres sociales, un bâtiment qui se trouve à Al-Irfan, à Rabat, et qui pour moi est une architecture marocaine, comme il se plaît à le dire lui-même, puisque c'est une architecture qui est située, moderne et contextuelle. Et au sein de cette agence, nous, on a eu l'occasion de travailler sur un concours avec la CGI de 250 logements à Marrakech. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec des Belges. L'école belge est une école qui est très pragmatique. Et d'ailleurs, même chez Montassir, cette expérience, cette personne qui se trouve à gauche est un Belge, et qui bossait d'ailleurs chez Abdullah Salami, qui aujourd'hui est au Portugal. Et on apprend énormément au contact d'autres personnes, notamment lors des concours, lorsque vous travaillez dans des agences qui comptent plusieurs personnes, plusieurs profils différents. Et on s'en rend compte puisque les deux derniers concours qu'on a obtenus, on a réussi à intégrer avec nous des paysagistes, à défaut d'avoir d'autres spécialistes. Alors, chez M. Montassir, j'ai commencé à travailler chez lui en 2008. Et après le premier projet que j'ai fait chez lui, c'était des sanitaires. Pour vous dire, donc, dessiner des sanitaires, ça paraissait bizarre. Mais le mois suivant, il me charge du suivi de cette école qui se trouve sur la route de Zahir, sur la route d'Ezmour, pardon. C'est l'école La Cité. Il m'avait confié le chantier de A à Z. L'année suivante, on avait travaillé. En fait, j'ai arrêté de travailler chez lui pour continuer mon travail de fin d'études. Puis je suis revenu chez lui. Et lorsque je suis revenu, on avait travaillé sur la cité des arts et métiers au niveau de la séquence 1 de Bab el-Bahr. Et cette expérience était extrêmement enrichissante. Je ne peux pas m'étaler plus. Peut-être que Monsieur Montassir vous a déjà fait une présentation il y a 2 semaines sur son travail. Alors, lorsque je suis sorti de chez l'atelier Montassir, c'était en 2011 et c'était une année de vache maigre, parce que je ne connaissais personne, je n'avais pas de contact, je n'avais pas de relationnel. Et je passais mon temps à imprimer des books et à faire le tour des administrations, à déposer des offres de services. Et durant toute cette année, je n'ai eu aucun projet, parce qu'à ce moment-là, tous les projets passaient de gré à gré. Et comme on voyait quelqu'un qui venait de sortir de l'école, on ne faisait pas trop confiance en lui. Du coup, mon premier projet était une commande privée. Et c'était justement un ami, l'ami d'un ami, qui me demande de lui faire sa villa. Donc c'est une villa qui se trouve à Sidi Marouf. Et je peux vous dire qu'au départ, on se chamaille beaucoup sur le chantier parce que on fait l'effort de produire des plans d'exécution et tout ça, et à la fin on se retrouve avec un entrepreneur qui lui ne comprend pas du tout ça et qui ne cherche que le gain. Et on est toujours pris en cisaille entre le client et l'entrepreneur, le client qui, lui, ne sait pas comment se passe concrètement un chantier. Et généralement, c'est toujours une source de couac sur le chantier. Mais, alhamdoulilah, on a réussi à mener à bien ce projet. Donc là, c'est la villa qui a été réalisée. Puis une deuxième... et là, je vais faire une petite introduction sur la médiatisation via les sites internet. Si vous pourrez trouver mon site web. J'avais créé une page Facebook. Et donc, médiatiser votre travail, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, je remercie le groupe Archimédia qui avait, dès le départ, repris mon site web. Je me souviens, c'était en 2011. Sans que je les connaisse d'ailleurs.
Et ça m'a permis d'avoir ce projet-là. Donc ce projet-là, c'est sans relation. C'est quelqu'un qui a vu le site internet et qui m'avait contacté. Et puis on a mené à bien ce projet ensemble durant 9 à 12 mois. Là, c'est la villa qui a été réalisée. Et enfin, suite au concours avec l'Omran Al-Khiaïta de logement moyen standing que je vais vous montrer tout à l'heure, on m'a fait confiance et on m'a filé ce collège. Alors ça, c'est la version finale du collège, mais avant tout cela, il y avait plein d'autres variantes. Et c'est ça, l'intérêt d'avoir quelqu'un avec qui on peut discuter. C'est pas comme dans un concours. Dans un concours, on ne sait pas très bien quelle est l'intention du client. Alors que lorsqu'on a une commande privée, on peut faire des va-et-vient. On discute des options. Il y a une maturation du projet qui est menée à bien. Alors que dans un concours, il faut essayer de se mettre dans la peau du client, essayer de répondre au maximum et être le plus juste possible. Pour ce collège, donc là qui est aujourd'hui achevé et qui va entrer en service en 2015 pour la rentrée, pour septembre 2015. Donc sur une parcelle qui fait 6300 mètres carrés, on a essayé de caser une vingtaine de salles de cours, plus 6 salles de sciences. C'est un programme qui est normé en fait, mais c'est la parcelle qui était plus ou moins biscornue, là comme vous pouvez le voir. C'est ce qui nous a donné le plus de fil à retordre, plus un logement de fonction. Ici, vous pouvez voir plus ou moins les éléments d'inspiration de mes coups de cœur, enfin de mes aînés, de cette génération 2000-2010 d'architectes marocains. Cette écriture, c'est un nom que m'avait donné M. Abdouahad Montasser, c'est que 90% du projet passe par le gros œuvre. Le coût du projet, si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez vous amuser à faire des formes intéressantes rien qu'avec le gros œuvre. Et là, on a réussi à trouver dans une écriture plus ou moins simple, mais avec des encadrements, des pergolas en béton. Enfin, et à partir de 2013, suite au nouveau décret de passation des marchés publics, bon, ça c'est un concours que j'ai fait en 2011, mais suite à la passation suite au décret des marchés publics qui a été appliqué à partir de 2013, les consultations et les concours architecturaux sont devenus accessibles aux gens, aux jeunes, sans pour autant qu'il y ait ces conditions soit d'avoir un chiffre d'affaires énorme, parfois qui va jusqu'à 1 million de dirhams, comme pour l'école d'architecture, comme pour l'école centrale de Casa, ou bien parfois on vous demande des choses ubuesques comme le nombre de techniciens, ou comme est-ce que vous avez vos licences AutoCAD ou Archicad, vous êtes noté de là-dessus. Tout ceci est à sauter, même si aujourd'hui on a toujours ce genre de couac qui arrive. Et ça, c'était en 2011, c'était mon premier concours là, comme c'était l'année des vaches maigres, je me suis dit pourquoi pas faire un concours. C'était un concours qu'on n'avait pas remporté, je l'avais fait tout seul. Et ça aussi, c'est une erreur, peut-être qu'il fallait travailler avec d'autres personnes, parce qu'on a toujours un regard critique, ça enrichit le projet. Et c'était les nouveaux locaux de la commune urbaine de Salé, que nous n'avons pas remporté malheureusement. Là, c'était le principe de ce projet, c'était plus ou moins de s'inspirer de la muraille de Salé, des formes qu'il y avait à pas moins de 100 mètres ou 200 mètres du site qui était le projet de Bab el-Bahr, tout en ayant une sorte de rue intérieure qui desservirait tous les blocs. Et avec le recul, on se rend compte qu'il y avait pas mal d'erreurs, mais qui ne fait pas d'erreur. Ensuite, là c'était en 2014, ça c'était le premier projet à Casablanca, c'était l'extension de la faculté de Ain Chor. Et là, moi j'ai pris le parti de sortir carrément du contexte, parce que tout simplement, parfois j'aime bien faire ce que j'aime.
Je préfère faire ce que j'aime lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Ce n'est pas un concours qui a beaucoup d'enjeux. Ça, c'était juste une consultation. C'était l'une des premières consultations sur Casablanca. Et on y avait participé. Il était interdit de construire sur ce jardin. Il fallait faire l'extension plutôt du côté arrière. Mais du côté arrière, il y avait un mur aveugle. Et le projet lauréat a laissé 3 mètres entre la salle de cours et le mur de clôture. Moi, j'avais proposé plutôt d'avoir une extension plutôt sur le jardin. Là, c'était le deuxième projet. C'était le centre social de proximité de Ain Shkaf. Ce sont les CSP, ce sont des sortes de centres socio-sportifs qui comprennent des ateliers pour les habitants, pour les femmes au foyer, des ateliers de couture, d'informatique, plus des espaces de sport. Donc c'est un petit équipement de quartier. Et enfin, la consultation du marché de Mohamed, qui devait comprendre à peu près 500 box. Mais on n'en a remporté qu'un seul. Sur 12 projets, 12 consultations, un seul, durant l'année 2014. Et c'est pas toujours évident, parce que quand on l'a gagné, c'était par défaut, parce que les autres personnes ont oublié des pièces administratives. Pour vous dire. En 2012, ça c'était le concours. Là, comme vous pouvez le voir, c'est mastoc. C'est vraiment violent comme image. C'est le concours qu'on avait remporté pour l'habitat pour classe moyenne avec Mohamed Bennani. Mais en fait, après ce qu'on nous a dit, moi au départ, je n'étais pas très confiant. D'ailleurs, pour tous les concours, je ne suis jamais confiant. Je suis très sceptique. Je me dis, si on l'a, c'est tant mieux. Si on l'a pas, c'est pas grave. Mais pour celui-ci, j'étais très sceptique d'ailleurs, même pour la maison de l'architecture. Pour tous les concours d'ailleurs, on est très sceptique. On se dit, c'est pas ça le concept, peut-être qu'on aurait dû creuser un petit peu plus. Et là, franchement, cette image, elle me faisait peur. Et d'ailleurs, on l'avait mis sur un seul gros panneau à 0. Et elle faisait peur. Mais après, ce qu'on nous a dit, les membres du jury nous ont dit, écoutez, c'est votre démarche qui nous avait plu. Et justement, je voulais vous partager avec vous cette démarche. Donc en fait, c'est sur un site qui fait 1,8 hectare. On a travaillé comme travaillerait l'agence Big. Il dit si c'est pas évident, c'est qu'on n'a pas bien compris. Donc on a essayé de faire comprendre les choses. Et comme il disait également, lui il a un rapport très intime avec la société Lego. Lego apprend à un enfant de 4 ans à 6 ans comment monter un jeu rien qu'en images. Donc c'est ce qu'on a fait. On a montré notre concept grâce à des schémas. Ce type de travail qui a été fait en 2012, je pense qu'aujourd'hui est aujourd'hui adopté par la plupart des architectes. Donc on avait matérialisé le corps du site, le recul, on a pivoté cette masse pour créer des poches de verdure. On a nivelé les hauteurs en milieu pour avoir... On avait un programme entre R+3 et R+4, donc les R+3, on les a mis à l'intérieur de l'îlot, et les R+4 en dehors. On a créé une porosité et une couture urbaine avec ce qui existait aux alentours. Ça nous créait nos ruelles. Il y avait une mosquée là en haut, en rouge, là vous voyez sur le numéro 6. Il y avait une mosquée et puis un équipement, et ça nous créait notre diagonale, notre coulée verte qu'on avait appelée. On a créé nos cœurs de voisinage. Nous avons ouvert les cœurs de voisinage sur la colonne verte. On a plié les façades sur rue pour qu'il n'y ait pas de vis-à-vis trop fort. On a décalé les bâtiments. On a ouvert sur le ciel, etc., etc. En fait, comme le dirait mon ami Mohamed Bennani, c'était ça ce qu'on avait fait. On l'avait découpé suivant les contraintes qu'il y avait sur le site. Et ça a fait mouche. On a réussi à avoir ce projet-là. Aujourd'hui, ce projet est en cours d'étude, toujours. Parce que ce qui s'est passé, c'est que nous, on a été ex-aequo avec un autre groupement. Il y avait Omar Kobité en 3e position avec Adil Shafi'i. Et la direction avait choisi de nous mettre tous les 4 dans ce projet-là. Donc on a gardé notre plan masse et on a adopté les cellules de Omar Kobité.
Voilà. Alors, il y a l'avant-dernier concours qu'on a eu, c'était en 2014, le concours Habitat durable, économe et innovant, que j'avais travaillé avec Mohamed Lotfi Belhouari et Hugo Brûlé. Donc, eux, ils étaient à Paris et moi, j'étais au Maroc. Comment est-ce qu'on a travaillé? On a travaillé avec le Hangout ou avec Skype. Donc, aujourd'hui, on peut travailler avec des gens depuis n'importe quelle partie du monde, très facilement. On n'a pas eu de problème parce qu'on s'était réparti correctement les tâches et nous en sommes sortis avec ce projet. Donc ce projet-là, il concernait une parcelle qui se trouve limitrophe au pôle urbain de l'Hraouiyine, qu'avait fait monsieur Montasser, je me souviens très bien. Et nous y avons greffé un quartier et la problématique de ce projet, c'était de créer un habitat intermédiaire. Cet habitat qui allie l'architecture rurale, enfin un habitat qui bénéficierait des avantages du rural, mais qui serait tout de même une urbanité nouvelle que l'on viendrait proposer. Et donc on avait pris des carrés de 100 par 50 qu'on avait disposés avec une bande verte pour faire tampon avec l'autoconstruction qui se trouvait au côté gauche. Et cette coulée verte, elle pouvait accueillir des terrains de sport, des équipements de proximité. Et ce que vous voyez ici en orange, c'était le projet. Donc qui est comme ça, c'était 5 modules de vide de 50 par 50. Le terrain il faisait 100 par 250, si je me souviens bien, 1 hectare. Donc on a créé 5 îlots de 50 par 50 et on les a, comment dirais-je, fait pivoter pour créer des venelles, des vues, et un module de vide, parce que le vide, c'est ce qui crée l'urbanité. Et au sein même de ces modules, nous avons créé aussi des vides, c'est-à-dire l'espace public, l'agora. Et ça, c'est un point qui revient souvent dans nos conceptions, c'est l'espace public, l'espace de rencontre, l'espace des interactions. Parce que dans le logement, on peut sinon très difficilement innover. Du coup, c'est l'espace urbain qui fait la qualité. Et comme vous pouvez voir sur l'axo, voilà, on a essayé de reprendre cette espèce de relief ou d'épannelage urbain entre le R+1 ou R+5 qui est symptomatique des Qsour et des Kasbah du Sud, pour essayer de découper le ciel. Et sur cet axo, on a rajouté des situations de vie. Donc ici, on vient relater, on vient, comme un narrateur, raconter l'histoire ou les histoires qui peuvent se produire dans ce type de quartier, le type d'interaction, etc., etc. Alors voilà pour l'itinéraire. Maintenant, je vais passer à la maison de l'architecture. Alors, pour la maison de l'architecture, c'est cette image-là peut-être qui avait pas mal plu aux membres du jury, c'est celle du belvédère urbain. Et nous, dès le départ, on avait écrit que c'était le belvédère urbain. Je pense que, peut-être vous l'avez dit la dernière fois, que vous n'avez pas fait attention qu'on avait écrit ça. En fait, dès le départ, on était parti du principe comme quoi c'était un belvédère urbain. Et pourquoi? Parce que il y a à Tanger, un paysage qui est magnifique. Il y a une topographie qui est magnifique, une biodiversité qui sont magnifiques. La baie de Tanger qui se trouve en concave et le site de Malabata Hills qui se trouve à l'opposé de la Médina permet d'avoir cette richesse au niveau de la topographie et de la géographie. Et la ville de Tanger en elle-même est riche puisque c'est un carrefour. C'est le carrefour entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. C'est une ville qui était internationale et qui l'est toujours et qui garde en elle-même cette richesse architecturale. Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller à Tanger jusqu'à ce que ce concours. Enfin, j'y suis déjà allé quand j'avais peut-être 12 ans, mais quand j'y suis allé avec un ami, il m'avait fait
Il m'avait fait faire un circuit, mais c'est d'une richesse incroyable. C'est d'une richesse architecturale incroyable. Vous pouvez trouver une architecture, un quartier espagnol à côté d'un quartier britannique, à côté d'une forêt qui est magnifique. En fait, c'est une ville qui est très très riche et c'est d'abord un paysage, et une géographie et une topographie. Et de cette topographie résultait une culture du promontoire et du belvédère. À Tanger, on a 2-3 sites, ou 4. En fait, il y en a plusieurs, mais les plus connus sont la nécropole phénicienne, Café El Hafa, Sorum Magazine, et là avec la nouvelle, l'urbanisation qui va peut-être du côté est vers Tangemed, il y a de nouveaux sites qui permettent d'avoir cette vue magnifique sur la mer et sur la ville. Et donc ça nous a permis de sortir nos axes structurants. Les axes structurants du projet, là, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, c'était le site de la Maison de l'Architecture, la baie de Tanger qui est en concave et la médina de Tanger. Comme vous devez le savoir, il y a une reconversion en cours du port de Tanger. Et donc le site de la Maison de l'Architecture est tout nommé pour accueillir cette Maison de l'Architecture et devenir un belvédère. Sur la deuxième coupe, vous pouvez voir la situation de la maison et qui donne sur la baie de Tanger, puis sur la médina de Tanger. Et donc le projet, il est constitué de trois entités. Peut-être c'est ça qui a joué sur le fait qu'on ait gagné le concours, c'est le fait qu'on ait réalisé le projet en 3 phases et que la Maison de l'Architecture ait eu un cachet propre, un cachet qui ne se veut pas en concurrence avec tout ce qui existe déjà à Tanger, et qui s'efface, mais qui s'affirme. Il s'efface depuis, quand on voit cette vue, il s'efface complètement, mais de l'autre côté, il offre un belvédère au niveau haut et puis un parvis au niveau bas. Comme vous pouvez le voir, il y a également une composante commerciale, showroom et bureau, plus un hôtel, une résidence hôtelière, et une composante logement. Pour que le projet soit comme on dit, intégré, ça veut dire qu'il comporte les éléments d'une urbanité. Et donc là, ce qui nous a poussé, voilà, ce qui nous pousse toujours à créer les places et les agoras, c'est ces images-là. Comme vous pouvez le voir, ce sont des lieux urbains qui sont soit à côté de la mer, soit à côté d'un équipement qui permet... c'est un vide qui permet une sociabilité. Dans nos villes actuelles, on n'a pas ce genre de qualité d'espace, malheureusement, si ce n'est très peu. Et là, nous, on essaie de reprendre ces principes-là. Le vide, c'est ce qui façonne les villes, ce n'est pas le plein. Là, pour la Maison de l'Architecture, on est parti sur une façade qu'on a voulu inspirer du travail de Mounir Al-Fatmi, qui est un artiste et qui est un artiste peintre. Il fait quelques installations et dont le travail consistait à reprendre les silhouettes des tours grâce à la calligraphie. Nous avons essayé de réinterpréter cette écriture pour former en fait la porosité de la façade et offrir quelque chose qui soit plus ou moins contextuel. Donc là, en fait, cette image, elle résume tout en fait. C'est la Maison de l'Architecture, c'est le belvédère urbain, c'est le lieu des interactions au niveau haut. On a également le bloc qui ressort et qui est en porte-à-faux et qui permet aux visiteurs de venir progressivement, d'entrer progressivement au sein du projet. Nous avons aussi pensé au côté plus ou moins, enfin, à des dispositifs
qui soit écologique. Donc on a essayé d'y réfléchir. Bien évidemment, tout ceci, lorsqu'on le conçoit, lorsqu'on y réfléchit, n'est pas soutenu avec des études d'impact, des études précises, quantifiables. Donc nous, on essaie de proposer des idées et ces idées peuvent être élaborées par la suite, peuvent être approfondies par la suite, mais ça ne nous empêche pas d'essayer de réfléchir à la manière avec laquelle nous pouvons réduire l'impact des vents forts que connaît Tanger, de créer des microclimats, de rafraîchir naturellement les espaces, d'optimiser l'éclairage au sein des locaux, vu qu'on est un pays où on baigne pratiquement dans le soleil durant toute l'année. Là, nous avons les plans d'architecture qui vous permettent de voir plus ou moins l'articulation du niveau bas avec le niveau haut. Là, c'est les bureaux et les showrooms. Donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est peut-être essayer de créer une sorte de parcours entre les deux composantes. Donc, on n'ait pas de barrière physique entre la maison de l'architecture, la rue et les commerces. Ces commerces devant servir à la pérennité financière du projet. Que vous pouvez voir ici, ça, on a essayé d'intégrer le projet, d'ancrer le projet dans une topographie qui n'est pas facile, parce qu'il y avait pratiquement 20 mètres de différence entre le niveau haut et le niveau bas. D'offrir le maximum de vues à l'ensemble du projet. Enfin, pour les logements, on s'était inspiré des formes dont disposaient les médinas à flanc de falaise à Tanger, qui sont baignés de lumière, où l'on peut se prélasser sur la terrasse, qui sont noyés dans la végétation et qui ont des vues sur mer. Donc on a essayé de reprendre ce principe d'imbrication de volume et de telle sorte à ce que chaque appartement puisse disposer de sa propre vue sur mer. Donc vous pouvez voir ici les premières images des logements qui sont noyés dans la nature. Enfin, les penthouses au dernier niveau. Et sur ces trois schémas-là, nous avons essayé d'expliquer globalement que la disposition damiers en dégradé comme ça qui vont vers la mer permettent de libérer, de créer des vues des vues vers la mer, de créer des porosités au sein et vers le projet, et enfin de faire bénéficier à chaque appartement un bout de verdure, un bout de jardin, en plus de tous les espaces verts qui se trouvent au niveau du rez-de-chaussée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est fait accompagner par un paysagiste. Là, c'était l'épandage urbain des logements. Voilà. Alors, juste une dernière chose, si je devais synthétiser, je vais dire que les concours, c'est une très très bonne chose, qu'il faut avoir foi en soi et que c'est jamais gagné. En fait, c'est jamais gagné. Là, on est sur un concours pour le musée de l'archéologie. Et comme pour la maison de l'architecte que je n'imaginais pas qu'on allait gagner, peut-être que ça peut créer une surprise, on ne sait jamais, mais il faut avoir foi en son travail, faire du mieux qu'on peut. Aujourd'hui, les concours sont accessibles à tout le monde et je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et que on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une école d'architecture marocaine. Elle n'est pas représentée par moi, elle est représentée par la génération que je considère entre 2000 et 2010. Groupe 3, Kilo,
Omar Kobité, ce sont tous des jeunes et, que j'admire beaucoup. Et donc il faut avoir foi en vous, ne pas lésiner à faire des collaborations, même avec des étrangers. Déjà entre vous, vous pouvez le faire. Et ce n'est que plus enrichissant, en fait. Travailler seul, c'est parfois handicapant pour un architecte. Ce qui est mon cas, en fait. Je travaille encore tout seul. Donc merci encore une fois.